Jean-Claude Duvalier, dit « Baby Doc » ou « Bébé Doc », né le 3 juillet 1951 à Port-au-Prince et mort à Pétionville le 4 octobre 2014, est un homme politique haïtien, préside du pays jusqu'à ce qu'il soit renversé en 1986. Il est reconnu préside de la République d'Haïti de 1971 à 1986, après la mort de son père, le docteur François Duvalier, dit « Papa Doc », titulaire, à vie, du poste. Durant sa prise de pouvoir, le fils introduit des changements politiques par rapport au régime de son père et il délègue beaucoup d'autorité à ses conseillers, bien que des milliers d'Haïtiens soient assassinés ou torturés et que des centaines de milliers quittent le pays. Alors que le pays est l'un des plus pauvres des Amériques, il maintient un train de vie fastueux, incluant un mariage ayant coûté en 1982 millions de dollars américains, et accumule des millions de dollars en s'impliquant dans le trafic de drogue ainsi que d'organes ou de corps d'Haïtiens morts. Les relations entre Haïti et les États-Unis s'améliorent sous la présidence du fils Duvalier, pour plus tard se détériorer sous l'administration Carter, puis pour seulement s'améliorer sous Ronald Reagan, notamment à cause de l'anticommunisme de la famille Duvalier. Mais en 1986, il est lâché par les États-Unis alors que le mécontentement populaire contre son régime s'accroît. Confronté à la révolte, Jean-Claude Duvalier est contraint de quitter son pays et se réfugie en France. Le 16 janvier 2011, il revient en Haïti après 25 ans d'exil en déclarant qu'il revient pour aider le peuple haïtien. Le jour suivant, il est arrêté par la police haïtienne, faisant face à de possibles accusations de détournement de fonds. Le 18 janvier, Duvalier est accusé de corruption. Il lui est interdit de quitter le pays en attendant son procès à Port-au-Prince. Après 3 refus de comparaître, il se présente pour la première fois devant la cour d'appel de Port-au-Prince le 28 février 2013. Puis, en février 2014, la cour d'appel de Port-au-Prince a finalement décidé qu'il pouvait être jugé pour crime contre l'humanité, estimant les faits imprescriptibles. Mais en octobre de la même année, il meurt d'une crise cardiaque sans avoir pu être jugé. Partie 2. Jeunesse et formation. Jean-Claude Duvalier est né à Port-au-Prince et reçoit une formation atypique. Il entre au nouveau collège Byrd puis au Saint-Louis de Gonzague. Ensuite, il étudie le droit à l'Université d'État d'Haïti, auprès de plusieurs professeurs dont l'avocat Gérard Gourgue. Partie 3. Accession au pouvoir. En avril 1971, à l'âge de 19 ans, à la mort de son père, le docteur François Duvalier, surnommé Papa Doc, il devient président à vie héréditaire d'Haïti, devenant ainsi le plus jeune chef d'État au monde. Initialement, Jean-Claude Duvalier résiste à l'arrangement dynastique qui l'a fait leader de Haïti, préférant que le pouvoir revienne à sa sœur aînée, Marie-Denise Duvalier, et il est satisfait de laisser le côté administratif de la fonction sous la direction de sa mère, Simone Ovide, et un comité mené par Luckner Cambronne, le ministre de l'Intérieur de son père. Il se contente d'assurer les fonctions de cérémonie officielle et de mener une vie de playboy. Sa dictature est marquée dans les premières années par une volonté de détente et d'apaisement, Baby Doc, donnant quelques gages de bonne volonté démocratique. Il rétablit les relations du pays avec les États-Unis et la République dominicaine et son mandat voit la reprise de l'aide internationale à destination d'Haïti. Jean-Claude Duvalier détient un pouvoir quasi-absolu que lui attribue la Constitution. Il commence petit à petit à entamer des réformes du régime politique de son père, en libérant des prisonniers politiques et en relâchant la censure sur la presse. Cependant, il n'y a pas de changements radicaux, ni en profondeur. L'opposition n'y est pas tolérée et le régime reste autoritaire. La plupart de la richesse de la famille Duvalier provient de la Régie de tabac, Tobacco Administration. Les Duvalier utilisent une loi permettant d'utiliser un compte non fiscal, établi des décennies plus tôt, créant un monopole du tabac. Cette procédure est par la suite appliquée à d'autres entreprises gouvernementales qui servent de caisse noire et sur lesquelles aucun bilan n'est trouvé. En négligeant son rôle de gérant des affaires politiques, Duvalier favorise l'intrusion dans les affaires de l'État d'intérêt provenant de lobbies du pays, mais aussi de l'étranger. Il facilite ainsi la domination dans les affaires haïtiennes d'une clique liée à la faction dure des duvalieristes de son père, ils sont surnommés les dinosaures. Les officiels étrangers et autres observateurs considèrent Baby Doc plus respectueux des droits de l'homme et les pays étrangers sont plus généreux dans leur aide économique envers Haïti. L'administration Nixon rouvre le programme USAID en 1971.
Mais dès la fin des années 1970, Duvalier revient à des méthodes de gouvernement plus répressives et bâillonne à nouveau la presse. Durant ses déplacements officiels, il a pour habitude de jeter des liasses de billets par les fenêtres de sa voiture aux personnes venues l'acclamer. Partie 4. Mariage avec Michelle Bennett. Le 27 mai 1980, il se marie avec Michelle Bennett, une jeune métisse de la haute bourgeoisie haïtienne, avec qui il aura 2 enfants. Son premier mari est le fils d'un officier bien connu qui avait mené une tentative de coup d'État contre Papa Doc Duvalier. Jean-Claude a le teint assez pâle, son père avait amené son soutien à la classe moyenne noire et avait suscité l'antipathie de l'élite à peau plus claire. Cette démagogie fonctionnait auprès du peuple noir. Avec ce mariage, Jean-Claude semble abandonner cette politique informelle que son père s'était évertué à créer. L'extravagance du mariage du couple, au coût de 2 millions de dollars américains d'alors, continue d'aliéner le pouvoir du reste de la population. Le mécontentement entre la communauté des affaires et les élites s'intensifie avec l'augmentation de la corruption à cause des Duvalier et des Bennett, d'autant plus que les affaires des Bennett incluent la vente de cadavres de Haïtiens à des écoles médicales étrangères et le trafic de drogue. L'augmentation de la répression politique ajoute à la volatilité de la situation. Ce mariage est aussi perçu de manière étrange par la vieille garde des duvalieristes. La garde personnelle de Jean-Claude est constituée de jeunes technocrates incluant Jean-Marie Chanoine, Franz Merceron, Franz Robert Monde et Théo Achille. La leader spirituelle des duvalieristes, la mère de Jean-Claude, Maman Simone, est expulsée de Haïti, a priori sur la requête de Michel Duvalier. Le couple a 2 enfants, François Nicolas et Anya. Partie 5. La chute de Jean-Claude Duvalier. En 1978, en réponse à la peste porcine africaine sévissant sur l'île, les autorités agricoles américaines insistent sur la totale éradication des cochons en Haïti. The Program for the Eradication of Porcine Swine Fever and for the Development of Pig Raising, ou Programme pour l'éradication de la peste porcine africaine et pour le développement de l'élevage des porcs PEPPADEP, entraîne d'énormes pertes financières parmi la population paysanne car l'élevage de porcs est considéré comme un investissement majeur. De plus, des enquêtes rapportent que le sida est devenu un problème majeur en Haïti et entraîne une chute dramatique du tourisme au début des années 1980. Vers la moitié des années 1980, beaucoup d'Haïtiens expriment leur désespoir, induit par des conditions économiques désastreuses, la faim et la malnutrition qui se développent. Le mécontentement populaire commence en mars 1983, quand le pape Jean-Paul II visite Haïti. Le pape déclare que « quelque chose doit changer ici ». Dans son discours, il appelle à une distribution des richesses plus équitable et une structure sociale plus égalitaire. Il exprime le souhait que les élites soient plus concernées par le bien-être des masses et que la population participe plus à la vie publique. Le message revitalise le clergé local et contribue à accroître la mobilisation populaire autour des questions politiques et sociales. Une révolte éclate dans les provinces en 1985. La ville des Gonaïves est le théâtre des premières manifestations de rue et des magasins de chaînes de grande distribution sont dévalisés. D'octobre 1985 à janvier 1986, la révolte s'étend à 6 autres villes, incluant Cap-Haïtien. À la fin du mois, les Haïtiens dans le sud sont en révolte. Les révoltes les plus importantes se déroulent dans les Cayes. Jean-Claude Duvalier tente de faire face au mécontentement en baissant de 10% le prix des aliments de base, en fermant les stations de radio indépendantes, en effectuant un remaniement ministériel, mais également par la répression policière et militaire. Sous la pression de la communauté internationale, il institue le poste de Premier ministre grâce à l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. Ces tentatives ne freinent cependant pas l'élan de révolte populaire contre la dictature dynastique. En janvier 1986, l'administration Reagan commence à faire pression sur Duvalier pour qu'il renonce au pouvoir et qu'il quitte Haïti. Des représentants officiels recommandés par le Premier ministre jamaïcain servent d'intermédiaires dans les négociations. À ce moment-là, nombre de duvalieristes et des hommes d'affaires importants rencontrent le couple Duvalier et les pressent de partir. Les États-Unis rejettent l'asile politique pour Duvalier, mais ils leur proposent de les aider à partir.
Initialement, Duvalier accepte le 30 janvier 1986 et le président Reagan annonce son départ, basé sur un rapport provenant du chef de station de la CIA en faction en Haïti, qui a vu la voiture de tête de convoi en partance pour l'aéroport. En route, il y a un échange de coups de feu et l'escorte de Duvalier fait demi-tour vers le palais présidentiel. Le 7 février 1986, il remet le pouvoir aux mains des militaires et quitte l'île à bord d'un avion de l'US Air Force. Il atterrit à Grenoble en France. Pendant ce temps, en Haïti, les maisons des partisans de Jean-Claude Duvalier sont pillées. Le 8 février 1986, le nouveau gouvernement, constitué de militaires et de civils dont la majorité ont servi sous le régime Duvalier, libère tous les prisonniers politiques et instaure un couvre-feu afin de mettre un terme aux scènes de pillage et de représailles. La foule s'en prend au mausolée de Papadoc, qui est détruit à coups de pierre et à main nue, le cercueil est sorti, la foule danse dessus puis le met en morceaux. Pendant cette journée, on dénombre une centaine de victimes, essentiellement des tontons macoutes. Le 7 mars 1986, Jean-Claude Duvalier est assigné à résidence à Grasse, Alpes-Maritimes. Le 12 mars 1986, le substitut de Pontoise demande la mise sous séquestre de son château de Téméricourt dans le Val d'Oise. Partie 6. L'exil. Les Duvalier s'installent en France. Pendant une période, ils vivent une vie de luxe et de faste, bien que n'ayant jamais obtenu officiellement l'asile. Leurs demandes sont systématiquement rejetées par les autorités françaises. Jean-Claude perd l'essentiel de sa fortune à la suite de son divorce en 1993. Après, menant une vie apparemment modeste en exil, Duvalier continue d'avoir des partisans qui créent la Fondation François Duvalier en 2006, visant à promouvoir les aspects positifs de sa présidence. Cette fondation inclut la création d'institutions d'État pour améliorer l'accès à l'éducation pour la majorité noire du pays. Il s'était exilé avec une fortune estimée à 900 millions de dollars US extraite des caisses de l'État haïtien, soit une somme alors supérieure à la dette externe du pays. Malgré des demandes répétées, il n'est jamais livré à la justice de son pays. La famille Duvalier a pourtant détourné à son profit 80% de l'aide économique versée à Haïti, mais elle s'est usée de sa position d'allié pour ses amis occidentaux dans la lutte contre le péril communiste. Un citoyen français, Jacques Samine, fait un procès pour expulser Duvalier comme immigrant illégal. En 1998, un photographe haïtien, Gérald Bloncourt, forme un comité à Paris pour obtenir le procès de Duvalier. À cette époque, le ministre de l'Intérieur français dit qu'il ne peut pas vérifier si Duvalier est encore dans le pays à cause de la mise en application de la Convention de Schengen qui abolit les frontières intérieures des pays signataires. Cependant, l'avocat de Duvalier, Sauveur Vess, explique que son client est encore en France et nie avoir des difficultés financières. En 2004, Global Transparency Report liste Duvalier comme un des leaders politiques les plus corrompus. Il est sur la liste entre Slobodan Milosevic et Alberto Fujimori et le rapport estime qu'il a amassé une somme entre 300 millions et 800 millions de dollars. La même année, suivant la démission du président Jean-Bertrand Aristide, il annonce son intention de rentrer en Haïti et de s'y présenter à l'élection présidentielle de 2006 pour le Parti national uni, annonce qui reste sans suite. En 2005, son statut passe de sans-papier à situation illégale en France à titulaire d'un passeport diplomatique haïtien. Il est alors libre de ses mouvements en toute légalité. Les 22 à 23 septembre 2007, Duvalier adresse une allocution aux Haïtiens à la radio. Bien qu'il se déclare brisé par l'exil, il dit aussi qu'il est revigoré par le succès aux élections du Parti national uni et qu'il a hâte d'être parmi ses partisans, sans pour autant affirmer son désir de retour en Haïti. Le président René Préval rejette les excuses de Duvalier et affirme que Duvalier est libre par la Constitution de retourner en Haïti. Il devra quand même faire face à un procès s'il revenait. Son allocution radio est donnée à la fois en français et en créole haïtien, langue parlée par la majorité des Haïtiens. Partie 7. Le retour d'exil. Le 16 janvier 2011, il embarque dans un avion d'Air France et rentre en Haïti après 25 ans d'exil, en compagnie de sa femme Véronique Roy. Il atterrit à Port-au-Prince et déclare aux journalistes qu'il revient pour aider le peuple haïtien.
En Haïti, des experts et des militants des droits de l'homme estiment que ce retour était en réalité lié à une loi suisse qui doit entrer en vigueur le 1er février, la loi sur la restitution des avoirs illicites, surnommée Lex Duvalier ou loi Duvalier, qui inverse la charge de la preuve. Celle-ci permettra à la Confédération de restituer un compte bloqué de 4 millions de dollars au gouvernement d'Haïti, même sans demande officielle des autorités judiciaires de ce pays. En retournant sur l'île, Duvalier aurait souhaité démontrer que l'absence de poursuite n'était pas due à sa fuite du pays mais au fait qu'on n'y avait rien à lui reprocher et que donc ce compte bloqué lui appartenait légitimement. Le 18 janvier, il est interpellé dans son hôtel puis auditionné au palais de justice avant d'être remis en liberté avec interdiction de quitter le pays. Jean-Claude Duvalier, tenu responsable par des organisations internationales de défense des droits de l'homme de la mort de milliers d'opposants sous sa présidence 1971 à 1986, est, en outre, accusé par les autorités d'Haïti de plus de 100 millions de dollars de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, de vol et de corruption. Après 3 refus de comparaître, il se présente pour la première fois devant la Cour d'appel de Port-au-Prince le 28 février 2013. En février 2014, une instruction supplémentaire est ouverte contre lui, pouvant aboutir à une mise en examen pour crime contre l'humanité. Partie 8. Mort de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier meurt à 63 ans à Pétionville, dans les hauteurs de Port-au-Prince, le 4 octobre 2014, d'une crise cardiaque. Il n'aura donc jamais été jugé pour ses crimes. Par respect pour les victimes des Duvalier, Jean-Claude Duvalier n'aura pas eu de funérailles nationales.